Le silence dans la grande salle de bal parisienne était assourdissant, suspendu à ses lèvres. Juliette, la magnate des cosmétiques, se tenait sur l'estrade, baignée par la lumière crue des projecteurs. En face, le prince Sébastien la regardait avec une arrogance tranquille, certain de sa victoire. Le marteau du commissaire-priseur était figé en l'air, l'élite européenne retenant son souffle, attendant sa réponse. Sa voix, lorsqu'elle parla, fut comme un éclat de glace dans la chaleur feutrée de la pièce. « Je refuse l'offre de son Altesse », déclara-t-elle, chaque mot pesé, chaque syllabe un défi. « Je ne suis pas à vendre. » Un murmure d'incrédulité parcourut l'assemblée. Le sourire de Sébastien se figea, se transformant en un masque de fureur contenue, son humiliation exposée à tous les regards. Les flashs des photographes crépitèrent frénétiquement, immortalisant le moment où un prince fut publiquement rejeté. Juliette ne scia pas, son regard d'acier croisant le sien une fraction de seconde, une promesse silencieuse de conflit. Elle venait de rejeter un homme, mais elle avait surtout déclaré la guerre à une institution, à un orgueil royal qui ne connaîtrait aucun pardon, aucune pitié. Si le courage de cette femme face au pouvoir et la tension de cet amour impossible commencent déjà à faire battre votre cœur, alors abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir la suite de leur histoire. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à nous dire en commentaire si vous pensez qu'elle a eu raison de le défier ainsi devant le monde entier, mais la guerre ne s'est pas fait attendre. Quelques jours plus tard, la porte de son bureau, une tour de verre surplombant la scène, s'ouvrit sans qu'on frappe. Le prince Sébastien était là, non plus en soupirant éconduit, mais en prédateur silencieux. Il ne dit rien, se contentant de la dévisager de ce même regard intense, mais cette fois chargé d'une promesse glaciale de vengeance. Il posa un fin dossier sur son bureau. Le contrat. Sa décision au gala l'avait conduit ici, piégé dans son propre sanctuaire. Il exigeait un mariage d'1 an pour effacer une dette secrète qui pouvait anéantir son empire. Sa liberté contre sa survie. Comment en était-elle arrivée là, elle, la femme qui ne devait rien à personne? Tout avait commencé 1 semaine avant ce fameux gala. 1 semaine avant cette nuit au gala, Juliette n'était pas une femme acculée, mais une reine sur son trône de verre et d'acier. Son empire cosmétique dictait les tendances, et son nom était murmuré avec un mélange de crainte et d'admiration dans tous les salons parisiens. Elle se croyait intouchable, protégée par une fortune qu'elle avait bâtie de ses propres mains, une forteresse contre les fantômes de son passé. Puis, la trahison était arrivée, silencieuse et brutale, sous la forme d'un rapport financier. Un homme de confiance, l'ancien partenaire de son père, avait siphonné des millions, laissant derrière lui une dette cachée de 50 millions d'euros. Une somme capable de faire s'effondrer son monde. Le document reposait sur son bureau, un poison sur papier glacé, transformant son sanctuaire en une cellule de crise dont elle était la seule prisonnière. Les jours suivants furent un supplice feutré. Les appels discrets des banquiers, les regards interrogateurs de son conseil d'administration. Elle portait son masque d'impassibilité comme une armure, arpentant les couloirs de son entreprise avec la même assurance, tandis qu'à l'intérieur, la panique rongeait les fondations de sa confiance. Chaque sourire était une performance, chaque décision un pari désespéré pour gagner du temps, pour dissimuler la fissure béante dans sa coque. La nuit, Paris devenait son témoin silencieux. Depuis la baie vitrée de son appartement, elle contemplait la ville lumière, se sentant plus seule que jamais. L'empire qu'elle avait érigé pour se protéger était devenu sa plus grande vulnérabilité. Son orgueil, sa plus grande force, lui interdisait de chercher de l'aide, la condamnant à affronter seule la tempête qui menaçait de tout emporter sur son passage, la laissant sans rien. L'invitation au gala de charité était apparue comme une bouée de sauvetage illusoire. Une soirée parmi l'élite européenne, une chance de trouver un investisseur discret, de sauver les apparences avant que le scandale n'éclate. Elle se prépara pour l'événement non comme une mondaine, mais comme une guerrière,
choisissant une robe qui était à la fois une armure et une distraction, un chef-d'œuvre de soie pour masquer la fragilité de son âme. Dans la voiture qui la menait vers son destin, elle sentit le poids de son mensonge. Son reflet dans la vitre sombre lui renvoyait l'image d'une femme au bord du précipice, jouant sa dernière carte avec un calme terrifiant. Elle ignorait encore que dans cette salle dorée, l'homme qui détenait la clé de sa survie ou de sa destruction l'attendait, un prince dont l'orgueil serait bientôt son plus grand ennemi. Les portes dorées du grand palais s'ouvrirent sur un monde de cristal et de murmures feutrés. Juliette avança, sa robe de soie noire un courant de nuit dans l'océan de lumière. Chaque sourire qu'elle croisait était une menace, chaque verre de champagne un rappel de son imposture. Elle ne cherchait pas la fête, mais un visage, un investisseur qui pourrait la sauver du naufrage imminent et silencieux. Puis son regard croisa le sien. Le prince Sébastien se tenait près d'une colonne de marbre, l'observant avec une intensité déconcertante, un prédateur au milieu de la haute société. Ce n'était pas de l'admiration dans ses yeux, mais une sorte de calcul froid, une évaluation qui la mit immédiatement sur la défensive. Un frisson désagréable, presque un avertissement, parcourut sa peau sous la soie. Il se déplaça vers elle avec une grâce féline, fendant la foule qui s'écartait naturellement sur son passage. « Madame Dubois ?» Sa voix était un velours sombre, teinté d'une arrogance qu'elle connaissait trop bien. « Votre réputation vous précède. On dit que vous transformez tout ce que vous touchez en or. » Ces mots étaient un compliment empoisonné, une façon de la jauger, de la réduire à une valeur. Elle lui répondit d'une phrase glaciale, mais il se contenta de sourire, un rictus qui n'atteignit pas ses yeux. L'attention se tourna vers l'estrade où le commissaire-priseur annonçait le clou de la soirée, une danse privée avec le prince lui-même. Les offres fusèrent, mais Sébastien restait immobile, son regard toujours ancré dans le sien, comme si la véritable enchère se jouait silencieusement entre eux. Alors que le marteau allait s'abattre, sa voix résonna, claire et impérieuse. 5 millions d'euros. Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Il ajouta, sans la quitter des yeux, « Mais ce n'est pas la danse que j'achète. C'est l'honneur d'être publiquement choisie ou rejetée par la seule reine de cette salle, mademoiselle Juliette Dubois. » Le défi était lancé, cruel et public. Il la voyait comme le sommet inaccessible, le dernier défi à son pouvoir absolu. Elle le percevait comme l'incarnation de l'arrogance patriarcale qu'elle avait combattue toute sa vie. La proposition n'était pas une offre, c'était un acte de possession, une tentative de lâcheté devant le monde entier. Et dans le silence assourdissant, une fureur froide monta en elle, une décision inébranlable et définitive. Son refus avait scellé son destin. Le contrat, signé dans le silence glacial de son propre bureau, n'était pas un accord, mais une capitulation. Une semaine plus tard, les murs de verre de sa tour parisienne avaient été remplacés par les murs de pierre ancestrale du palais royal. Elle était devenue la princesse Juliette, un titre aussi creux que les couloirs dorés qu'elle arpentait désormais en solitaire. Chaque dîner était un champ de bataille silencieux. Assise en face de Sébastien, elle mangeait avec une grâce étudiée, son regard ne croisant jamais le sien. Il la provoquait par des ordres discrets au personnel, des décisions prises sans la consulter, affirmant son autorité sur ce monde qui était le sien. Elle répondait par un mépris poli, une indifférence parfaite qui le rendait fou de rage et de désir. La reine-mère, une femme dont le sourire cachait une volonté de fer, fut la première à la tester ouvertement. Lors d'une réception, elle l'interrogea sur sa famille, ses origines, chaque question étant une pique destinée à souligner qu'elle n'était pas du même sang. Juliette répondit avec une précision chirurgicale, transformant son passé modeste en une histoire de triomphe, forçant l'admiration involontaire du prince qui observait. La tension devint insupportable un soir dans la grande bibliothèque. Il la suivit, refermant la lourde porte de chêne derrière lui. « Vous pensez pouvoir gagner cette guerre, n'est-ce pas ?» Sa voix était un murmure rauque. «
Il la plaqua contre une étagère, son corps emprisonnant le sien, leur souffle se mêlant dans l'odeur de cuir et de vieux papier. Leurs yeux se défièrent, à quelques centimètres d'un baiser qui serait une déclaration de guerre. L'arrivée d'Isabelle, l'ex-fiancée de Sébastien, ajouta du poison à leur relation déjà complexe. La comtesse traitait Juliette avec une condescendance à peine voilée, rappelant constamment son intimité passée avec le prince. Elle était le fantôme d'une vie que Juliette avait involontairement volée, et sa présence attisait une jalousie étrange et déstabilisante dans le cœur de la femme d'affaires, qui ne s'était jamais crue capable d'un tel sentiment. Ainsi, un mois s'écoula, un mois de haine, de dépendance et d'une attirance électrique et refoulée. La dynamique était celle de deux fauves, tournant l'un autour de l'autre dans une cage trop petite. La reine-mère et Isabelle étaient devenues des adversaires constants. C'est alors que fut annoncé le bal annuel de la couronne, l'événement où Juliette devrait briller en tant que princesse. Une scène parfaite pour une humiliation publique. Le soir du bal annuel de la couronne arriva, drapée de velours et de faux semblants. Juliette entra au bras de Sébastien, sa robe une cascade de saphir, son sourire une œuvre d'art. Elle se sentait observée, jugée par 1000 pères dieux. L'orchestre jouait une valse lointaine, mais dans son cœur résonnait le silence glacial qui s'était installé entre elle et son prince depuis des semaines. Isabelle s'approcha, son visage un masque de douceur empoisonnée. Elle leva sa coupe de champagne, proposant un toast à la nouvelle princesse. Ses mots, mielleux, louaient l'incroyable sens des affaires de Juliette, sa capacité à obtenir ce qu'elle voulait, quel qu'en soit le prix. Sébastien se raidit, sentant le piège se refermer, mais le poids de la couronne le clouait au silence et à l'immobilité. Soudain, l'image projetée derrière l'orchestre changea. Ce n'étaient plus les armoiries royales, mais les lignes froides d'un document légal. La voix d'Isabelle résonna, cruelle et triomphante, lisant la clause principale du contrat. Une union commerciale pour effacer une dette de 50 millions d'euros. Un murmure horrifié parcourut la salle, transformant le conte de fées en une sordide transaction financière. Le temps s'arrêta. Les visages se tournèrent vers elle, non plus avec admiration, mais avec un mélange de pitié et de mépris. Juliette chercha le regard de Sébastien, une dernière lueur d'espoir. Mais il resta immobile, son visage impénétrable, son silence une lame qui lui transperça le cœur. Ce n'était pas la révélation qui la brisait, mais sa lâche inaction, son abandon public. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Avec une dignité qui força le respect de ses tortionnaires, elle fit simplement demi-tour. La foule s'écarta comme la mer devant un prophète silencieux. Chaque pas sur le marbre poli était un adieu à cette mascarade. Elle franchit les grandes portes dorées, laissant derrière elle le murmure du scandale pour retrouver le froid anonyme des rues de Paris. Lorsque la porte se referma sur elle, Sébastien fut tiré de sa torpeur. Le vide à ses côtés était un gouffre. Il vit enfin le sourire victorieux d'Isabelle et le regard approbateur de sa mère, et la honte le submergea. Il avait échoué. Poussant brutalement les invités, il courut vers la sortie, mais il était trop tard. Elle était partie, et il était seul dans la cage dorée de son orgueil. Elle marcha dans la nuit parisienne, le froid mordant sa peau nue sous la soie des saphirs. Elle ne cherchait pas de refuge, seulement la distance. Dans une chambre d'hôtel anonyme, elle se dépouilla de la robe, la laissant tomber au sol comme une mue douloureuse. Le silence était absolu, un vide qui faisait écho à la trahison de son regard immobile, bien plus cruel que le scandale public. Au palais, le silence était un reproche. D'un regard de glace, il congédia Isabelle et sa mère, leur victoire soudainement amère. Il erra dans leurs appartements déserts, où le parfum de Juliette flottait encore, fantôme d'une présence perdue. Le contrat sur son bureau était le monument de sa folie. La cage qu'il avait construite pour elle venait de se refermer sur lui,
solitaire et vide. Les jours suivants furent une fuite silencieuse. Elle vendit un bracelet, dernier vestige de sa vie passée, pour quelques billets. Un train vers le sud, vers la mer, là où son nom ne serait qu'un son étranger. Elle trouva refuge dans un petit village corse, louant une maison de pierre face aux vagues. L'île de leur lune de miel devenait le lieu de sa renaissance solitaire, loin de tout. Il avait déchaîné ses hommes les plus compétents, mais Juliette s'était évaporée. Elle était un spectre dans son propre pays, insaisissable. Il passait ses nuits à scruter des images de surveillance, des relevés bancaires, cherchant la moindre faille dans sa disparition. La recherche n'était plus une question d'honneur, mais une quête désespérée pour retrouver la seule chose qui donnait un sens à son royaume stérile. 1 mois s'était écoulé. Le soleil avait hâlé sa peau, et le travail de la terre avait durci ses mains. Sous un simple foulard, elle vendait des fruits au marché local, anonyme et libre. La magnate de glace s'était dissoute dans la chaleur de l'île, laissant place à une femme qui réapprenait à respirer. Une paix fragile s'était installée en elle, une force brute et silencieuse. Après des semaines d'échecs, un détective privé lui apporta enfin une piste. Une photographie floue, prise dans une gare de Marseille, la montrait dissimulée mais reconnaissable. Puis, une transaction pour un ferry vers la Corse. L'île. Le souvenir de leur trêve fragile lui revint avec la force d'un raz-de-marée. Il savait où la trouver. Cette fois, il ne la laisserait pas s'échapper. Il quitta le palais à l'aube, sans escorte ni protocole. Un simple homme dans une voiture sombre fendant la brume matinale de Paris. Dans sa main, la photo d'elle était un talisman fragile, le seul fil le reliant à son repentir. Le vrombissement du jet privé qui l'emportait vers la Corse n'était pas le son du pouvoir, mais celui d'une dernière chance, d'une course contre l'orgueil qui avait tout détruit. Sur l'île, son titre n'avait plus cours. Il conduisait sur des routes sinueuses, montrant sa photo à des visages burinés par le soleil et la méfiance. Chaque refus, chaque regard suspicieux était un rappel de son statut d'étranger, d'intrus dans le refuge qu'elle s'était bâti. Il n'était plus un prince en quête d'une reine, mais un homme cherchant la seule femme qui pouvait le sauver de lui-même. Un vieux pêcheur finit par la reconnaître, décrivant une femme silencieuse, dont le regard portait le poids de la mer. Guidé par cette fragile indication, Sébastien suivit un sentier côtier qu'elle empruntait chaque jour. C'est là, près d'un olivier centenaire, qu'il aperçut un petit carnet de cuir oublié. Son cœur s'arrêta. Il savait que c'était le sien, la clé de son âme qu'elle avait laissée derrière elle. Les pages écrites d'une encre fine ne contenaient pas la haine qui l'attendait, mais une solitude infinie, l'écho de sa propre douleur. Il y lut son enfance, les trahisons qui avaient forgé son armure, son combat incessant pour ne dépendre de personne. Il ne vit plus la magnate de glace, mais une femme blessée, et une vague de tendresse protectrice submergea sa honte et son orgueil. Il la trouva au milieu du marché, ses cheveux couverts d'un simple foulard, vendant des fruits avec une grâce terrestre. Leurs regards se croisèrent au-dessus des étals colorés. La surprise laissa place à une froideur immédiate, un mur de glace se dressant entre eux. Le brouhaha joyeux du village s'évanouit, remplacé par le silence assourdissant de leur cœur qui s'était enfin retrouvé pour se défier une dernière fois. Il s'approcha lentement, sans un mot, lui tendant le carnet comme une offrande. « Je sais », murmura-t-il, sa voix brisée par une émotion qu'elle ne lui connaissait pas. Il ne demandait rien, n'exigeait rien. Il se tenait là, vulnérable, dépouillé de son arrogance princière. Son masque de glace à elle se fissura, laissant entrevoir la femme terrifiée qui se cachait derrière, surprise par cet homme nouveau. Le silence entre eux était un monde à part, un univers suspendu au milieu du marché animé. Il ne retira pas sa main, attendant sa sentence. « Je n'ai pas fait ça pour le pouvoir, Juliette. » Sa voix était à peine un souffle. « Je l'ai fait parce que je ne supportais pas l'idée de vous perdre.
et mon orgueil a transformé mon désir en une cage monstrueuse. Elle recula d'un pas, le carnet une barrière fragile entre son passé et ce présent impossible. Tes regrets ne peuvent pas effacer le son du silence dans cette salle de bal, répliqua-t-elle, sa voix tremblante de colère contenue. Tu m'as laissé seul, exposé, pour protéger ta couronne. Comment puis-je croire un seul mot qui sort de ta bouche maintenant, ici, loin de tes murs dorés? Il ne s'y a pas, acceptant chaque mot comme un coup mérité. Tu as raison. Je ne demande pas ton pardon, car je ne le mérite pas. Mais en lisant tes mots, j'ai compris. Ce n'est pas le contrôle que je voulais, c'était toi. Je suis venu ici non pas pour te réclamer, mais pour me rendre. Ma vie sans toi n'est qu'un royaume vide et sans lumière. Une larme solitaire traça un chemin sur sa joue hâlée, une fissure dans son armure de glace. Elle vit enfin au-delà du prince, l'homme tourmenté par ses propres démons, un miroir de sa propre solitude. Je ne fuyais pas seulement le scandale, avoua-t-elle dans un murmure à peine audible. Je fuyais ce que je ressentais pour toi, cette chose terrifiante que je ne pouvais pas contrôler. Il s'approcha doucement, posant sa main sur la sienne qui tenait le carnet. La chaleur de son contact était une promesse silencieuse. Alors ne fuyons plus, ni toi, ni moi. Le contrat n'existe plus. La dette est oubliée. Il n'y a que nous. Donne-moi une chance, une seule, de te prouver que l'homme qui se tient devant toi n'est pas celui qui t'a laissé tomber. Son regard ancré dans le sien, elle hocha lentement la tête, une capitulation douce qui était en réalité une victoire. Il l'attira contre lui, non avec passion, mais avec une tendresse infinie. Il resterait sur l'île, le temps de guérir. 1 mois, 1 an, peu importait. Leur retour à Paris ne se ferait qu'une fois le contrat, symbole de leur passé, réduit en cendres par leurs propres mains. 1 an plus tard, sous la verrière du Grand Palais, le lieu de leur guerre initiale, ils se tenaient à nouveau face au monde. Mais cette fois, il n'y avait ni défi, ni enchère. La robe de Juliette n'était plus une armure, mais une promesse de soie blanche. Sébastien lui glissa au doigt une alliance simple, un cercle d'or pur, murmurant des vœux qui effaçaient à jamais le souvenir du contrat. Leur royaume n'était plus le palais froid et ses protocoles, mais un appartement lumineux surplombant les toits de Paris. Les matins commençaient par le parfum du café et le silence complice de 2 âmes en paix. Il la regardait diriger son empire depuis son bureau à domicile, non plus avec un désir de possession, mais avec une admiration infinie pour la reine qu'il avait enfin appris à aimer. La reine-mère, témoin silencieux de leur bonheur, avait fini par déposer les armes, son regard glacial s'adoucissant devant la joie de son fils. Même les tabloïds, autrefois si cruels, parlaient d'un conte de fées moderne, publiant des photos de leur promenade le long de la Seine, main dans la main, transformant le scandale en une légende romantique, admirée de tous les regards. La porte de son bureau ne s'ouvrait plus avec la violence d'une invasion, mais avec la douceur d'une présence familière. Sébastien entrait souvent, non pour la dominer, mais pour lui apporter une tasse de thé, son regard un soutien silencieux lors de ses appels les plus tendus. Le pouvoir n'était plus un champ de bataille entre eux, mais une force partagée, une fondation solide bâtie ensemble. Un soir, près de la grande baie vitrée qui avait autrefois été le témoin de sa solitude, il l'enlaça par derrière. Il ne dit rien, se contentant de poser son menton sur son épaule, leurs reflets unis dans la vitre sombre. Le contrat, ce symbole de leur orgueil passé, n'était plus qu'un lointain souvenir, les cendres d'une guerre qui avait donné naissance à une paix inestimable et durable. Sa main trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant comme une évidence. Dans ce simple geste, toute leur histoire se lisait. La bataille, la fuite, le pardon et la rédemption. Le prince qui avait voulu acheter une reine avait finalement compris que le véritable amour n'était pas une conquête, mais un royaume que l'on bâtit à deux,
dans le silence sacré et inviolable du cœur. Cette histoire vous a-t-elle ému? Dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus touché, de la rébellion à la rédemption. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui aime les grandes histoires d'amour et de regarder notre prochaine vidéo pour une nouvelle passion inoubliable. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles émotions.